Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette séance du Conseil municipal du 20 juin 2023. Je vais dans un premier temps vous donner la liste des pouvoirs qui est un peu plus longue que d'habitude. Donc Jean-Louis Berger donne son pouvoir à Annie Lacassin, Audrey Lambert donne son pouvoir à Magali Bazia, Daniel Tassel donne son pouvoir à Brigitte Mangione, Renaud Antoine donne son pouvoir à Bernard Durand, Nadège Caléjon donne son pouvoir à Jean Reynaud, Sophie Thévenet me donne son pouvoir, Christophe Cotte donne son pouvoir à Salvatore Caltagirone et Maud Salem donne son pouvoir à Georges Da Silva. Voilà, la liste des pouvoirs étant dit. Merci à ceux qui sont là quand même, parce que... Voilà, on va désigner un secrétaire de séance. Pour commencer, qui le souhaite? Florence. Il n'y a pas d'autres candidats, donc je vous propose d'élire Florence. Florence est élue à l'unanimité. Eh bien, merci. Nous allons maintenant approuver le procès-verbal du précédent conseil qu'on a dû vous faire passer. Est-ce que ça appelait des observations? Pas d'observations? Il était court, hein, c'est vrai. Donc, je vous propose de le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc, on va le faire signer à Salvatore. On vous fera passer la... non, que ça pour l'instant. On va vous faire passer la feuille de présence. Et après, vous penserez qu'il faudra signer le compte administratif, mais une fois qu'on aura voté. Donc on va commencer sans tarder cette présentation. Donc je vous propose de faire la présentation globale des quatre premières des quatre premières délibérations, et puis après on les votera les unes après les autres, mais en les enchaînant. Le gros morceau de ce soir, c'est la présentation du compte administratif de l'année 2022, comme chaque année. Donc, pour vous rappeler qu'il y a lieu d'approuver le compte de gestion qui est établi par le trésorier, approuver le compte administratif du budget principal qui est établi par la collectivité. On affecte les résultats et on prend toujours une décision modificative numéro 1 qui permet de faire certains ajustements et surtout intégrer les résultats de l'exercice 2022. Ça, vous avez l'habitude, je vous le dis chaque année, donc je ne vais pas m'apesantir sur le sujet. Donc, pour rappeler que la présentation, ce qui est vraiment obligatoire, c'est de constater le compte administratif 2022 par rapport à la prévision. Donc ça, c'est l'obligation, c'est montrer l'exécution budgétaire par rapport au budget primitif et aux décisions modificatives qu'on a prises. Ce que je vous présente traditionnellement, c'est également la comparaison entre le compte administratif 2021 et 2022, enfin là, cette année, entre deux années successives, pour que vous puissiez avoir une vision de l'évolution des chiffres, des différents chiffres budgétaires. Donc, si on rentre dans le concret, entre ce qu'on avait prévu, budget primitif plus décision modificative par rapport au compte administratif, les dépenses de gestion courante s'élèvent à 3 882 000. Elles sont en diminution de 4,5% par rapport à la prévision. Et les recettes de gestion courante se montent à 5 431 000 € et sont en augmentation de 4%. Le deuxième paramètre qui permet de comparer deux années, donc entre 2021 et 2022, les dépenses de gestion courante, elles sont toujours du même montant, mais là par contre l'évolution elle est de plus 5,8%, et les recettes de gestion courante, qui sont toujours les mêmes, par contre d'une année sur l'autre évoluent de 10%, ce qui est plutôt satisfaisant. Donc si on rentre dans le détail des dépenses, le petit tableau traditionnel qui permet de comparer les principales dépenses de fonctionnement par grand poste, les charges de fonctionnement entre la prévision et la réalisation
sont 1 000 € en dessous de la prévision, ce qui fait moins 0,06%. Les charges à caractère général s'élèvent à 1 361 € en recul de 90 000 €, soit moins 8% par rapport à la prévision. Les transferts, subventions, indemnités et atténuation de produits, elles, sont en diminution de 61 000 € par rapport à la prévision, à 274 000 €, ce qui fait moins 18%. Et ce qui, au global, fait toujours moins 4,5%. Dans cette présentation, j'avais un peu de temps tout à l'heure, je vous ai rajouté quelques photos que j'ai principalement extraits du livret sur le village fleuri qu'on a préparé pour la commission florissement, enfin pour le jury de la commission florissement qui aura lieu très prochainement. Sur le fonctionnement, donc les baisses significatives, on a les contrats de prestation de services qui sont en diminution de 44 000 €, donc qui se montent à 133 000 €, ce qui fait une baisse significative de 25%, et c'est principalement, principalement lié à la clause d'effort 2021 qui a été affectée sur l'exercice 2022, la clause d'effort de l'IFAC, où ils nous ont rendu 45 000 € dans le cas des excédents, puisque quand je vous rappelle, quand on a signé la DSP, il est prévu que si jamais quand il y a des excédents, ils sont partagés entre la collectivité et l'IFAC, donc c'est gagnant-gagnant. Tout le monde a intérêt à gérer correctement ses dépenses. Donc voilà, ce qui nous amène 45 000 € de moindres dépenses. Concernant la maintenance, un certain nombre d'ajustements sur quelques contrats, donc une diminution de moins 21 000 €, ce qui fait moins 14%. Malheureusement, bien entendu, il y a également des hausses. Donc l'entretien des réseaux sont en augmentation de 6 000 €, donc ce qui fait 20%. Et c'est uniquement lié au fait, par rapport à la prévision, qu'on a payé en 2022 la pause des illuminations de fin 2021. Donc en 2022, on a posé 2 pauses et une dépose. Donc on a payé 3 au lieu de 2 et une pause, ça fait 6 000. Donc voilà. Les frais de télécommunication qui sont également en augmentation de 7 000 €, ce qui fait 30% d'augmentation. Et c'est pour une large partie dû à un abonnement spécifique qu'on a dû prendre pour alimenter les Algeco de l'école. Donc, ce qui nous a fait un surcoût de 4 000 € pour l'année 2022. Si on regarde maintenant la comparaison entre 2021 et 2022 sur les évolutions, les charges de personnel augmentent de 76 000 € à 2 247 000 €, ce qui fait 3,5% de plus. Les charges à caractère général, elles, augmentent de 113 000 € à 1 361 000, ce qui fait 9%. Transfert, subvention, indemnité, atténuation de produits, elles évoluent aussi à la hausse de 23 000 € pour s'élever à 274 000 €, ce qui fait 9,2%. Fait une évolution de 5,8%. Dans les principales variations, donc les baisses en petit équipement, donc 9 000 € de moins, ce qui fait moins 22%. Il y a eu quasiment plus d'achats spécifiques Covid qu'on avait eu en 2021 et 2020. Là, en l'occurrence, on compare à 2021. Et puis, je rappelle, c'est vrai qu'on s'aperçoit d'une année sur l'autre que c'est vraiment pas un article sur lequel les dépenses sont linéaires. Il y a des à-coups d'une année sur l'autre qui n'ont pas d'explication, parce que c'est des sommes de petits achats. Comme son nom l'indique, c'est des petits équipements, c'est une somme de petits achats qui font malgré tout, quand il y en a un peu plus d'une année sur l'autre, qui peuvent faire varier le total à la fin de l'année. L'entretien des bâtiments, là également une diminution de 5 000 €, ce qui fait moins 20% également. Là c'est pareil, il y a eu moins de pannes sur le matériel, c'est pareil, c'est aléatoire, on ne peut pas le prévoir. Donc voilà, et sur l'entretien des voiries, donc une diminution de 35 000 €, ce qui fait moins 29 000 €. Donc la spécificité, c'est qu'en 2021, on a passé en charge le remplacement de l'arche suite au sinistre, suite au camion de la métro là, qui avait arraché l'arche et on a dû changer. Donc on a engagé une dépense, on a eu la même recette, bien entendu.
en remboursement de sinistre. Enfin, il a fallu mettre la dépense dans cet article. C'est pour ça qu'en 2021, il avait fortement augmenté. Les hausses significatives, donc les contrats de prestation de services. Donc là, c'est une année pleine après le Covid. C'est pareil, on avait certaines prestations qui avaient été diminuées en 2020 et 2021, et là, on retourne dans une année normale. L'énergie, l'électricité, ça, on en parle depuis longtemps, mais là, on se retrouve bien avec l'augmentation attendue, donc 49 000 euros de plus à 239 000 euros, ce qui fait 25% d'augmentation par rapport à 2021. Les locations mobilières, donc là sur l'année 2022, on est sur la totalité de l'année avec l'ensemble des modulaires de l'école. Donc, ce qui fait 69 000 euros, une augmentation de 53%. Donc là, on verra la baisse qui va recommencer à partir de 2023. Entretien des réseaux, donc l'éclairage public, entretien et réparation de l'éclairage public, donc pour 30 000 euros. Donc, ce qui fait une augmentation plus que substantielle par rapport à ce qu'on avait avant. Et sur la maintenance, on a eu quand même des hausses assez significatives des contrats en 2022. Et on a également 2 nouvelles obligations. Alors, je ne les ai pas toutes listées, parce que les contrats de maintenance, on doit en avoir au moins une cinquantaine. Mais on doit faire une maintenance des tribunes télescopiques de Clartière qui nous coûte 5 000 euros. Donc ça, ce n'est pas à faire chaque année, mais en 2022, on a dû le faire. Voilà, sur les dépenses de personnel, donc il y a une présentation double qui vous est fait, l'évolution entre 2021 et 2022. Donc les dépenses de personnel augmentent de 76 000 euros, ce qui fait plus 3,5%. Et à côté, on vous met toujours les dépenses nettes, puisqu'on dit toujours qu'on reçoit des remboursements de la part de notre assurance. Donc si on déduit à chaque fois les remboursements reçus de l'assurance et de la CPM, on a une évolution que de 41 000 euros, soit plus 2%. Les principaux changements, alors il y a les 2 premières lignes qui sont à mettre ensemble, puisqu'au niveau des services administratifs, entre 2021 et 2022, on a affecté un agent qui était avant au service administratif, qu'on a mis au service technique. Et puis, en même temps, au service technique, on a eu, et au service administratif, on a eu, et au service technique, du coup, l'agent qui a muté, qui est parti, on a recruté des gens sur plus jeunes, donc sur une rémunération un peu différente. Après, sur l'espace petit enfant, là par contre, 42 000 euros de plus, là c'est plus que significatif. Donc on a eu entre autres 2 congés maternité, qui se retrouvent dans les remboursements, mais pas là dans cette présentation. Et on a un arrêt, on a eu beaucoup d'arrêts courts, certains à cause du Covid, par rapport au principe de précaution, et puis on a également un arrêt de très longue durée d'un agent. Voilà, scolaire entretien, 20 000 euros de plus, donc c'est principalement les renforts sur le secteur, donc aussi bien cantine, périscolaire et sur le ménage dans l'ensemble des bâtiments, dont celui de l'école qui a été un peu plus compliqué, surtout avec les modulaires. Et puis, bien entendu, la revalorisation du point de la fonction publique au 1er juillet 2022 de 3,5% supplémentaire, ce qui a eu un impact sur 6 mois de 36 000 euros. Donc ça fera 72 000 euros sur l'année complète, mais 36 000 euros sur l'année 2022. Voilà, différentes explications qui permettent d'arriver, de donner une grande masse d'évolution pour arriver au plus 76 000 euros entre 2021 et 2022. Sur les dépenses de fonctionnement par habitant, on vous propose chaque année l'évolution. Donc on est toujours sur les données des habitants de 2020 à 3 207 habitants. Donc en 2021, on était à 1 327 euros par habitant. En 2022, on passe à 1 371 euros par habitant. Ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder par rapport au ratio de la strate, donc les communes de 2 000 à 3 500 habitants. Le ratio de la strate est à 715 euros par habitant, tandis que nous, on est à 1 371 euros par habitant, ce qui veut dire que nos dépenses sont supérieures de 91% par rapport
aux moyennes de la strate. Mais bien entendu, on verra tout à l'heure le même ratio pour les recettes, où on est également largement au-dessus en pourcentage. Heureusement, parce que ça vrai, sinon la situation pourrait être difficile pour nous. Le petit camembert qui présente les dépenses de fonctionnement, la répartition, dépenses de personnel 57%, les charges à caractère général 35%, et les fameux transferts, indemnités et subventions qui représentent 8%. Les frais financiers c'est BP plus DM 2022, j'ai pas changé le débit du... Voilà, donc on passe de 212 000 à 210 000, donc autant dire que c'est relativement stable entre ces 2 années. La légère diminution, elle vient du léger désendettement. Voilà. Si on regarde de 2021 à 2022, où là c'est plus flagrant, parce que là c'était la prévision où on est toujours un peu prudente, avec là c'est vraiment entre 2 années, on verra aussi que notre niveau d'endettement diminue. Donc en 2021 on était à 228 000, on diminue à 210 000, ce qui fait une diminution de 8% de notre endettement, de nos frais financiers. Pardon. Voilà sur la partie dépenses, on va passer maintenant aux recettes. Donc la même chose, présentation entre le prévu et le réalisé. Donc les impôts et taxes augmentent de 151 000 €, ce qui fait 4,1%, avec une différenciation entre les impôts locaux qui augmentent de 11% et les autres recettes qui n'augmentent que de 0,02%. La DGF qui est toujours à 0 €, puisque dans notre cas c'est une dépense. Les subventions, dotations et recettes liées aux services rendus, elles, augmentent de 13,5%, soit plus 198 000 € à 1 668 000. Si maintenant on regarde l'évolution entre les 2 années, on est sur les impôts et taxes, on est de 3 632 à 3 763, ce qui fait 131 000 € de plus, ce qui fait pas moins 3,5 mais plus 3,5%. Les impôts locaux évoluent de 174 000 €. Les autres recettes fiscales, par contre, diminuent de 43 000 €, ce qui fait moins 13%. Toujours pas de DGF. Et les subventions, dotations et les recettes liées aux services rendus, elles augmentent de 362 000 €, ce qui fait plus 28%, ce qui au total fait une évolution de 9,9%, arrondi à 10 dans la première page de présentation. Si on regarde les recettes par habitant, comme en parallèle avec les dépenses par habitant, les recettes par habitant en 2021, c'était 1574 € par habitant, 1,5 million par habitant, ça serait bien, enfin ça serait un peu indécent. Et en 2022, 1719 €, ce qui fait une évolution... ce qui fait par rapport au ratio de la strate qui est à 903 €, ce qui fait qu'on est 90% au-dessus du niveau de la strate. La répartition des recettes, 31% pour les dotations, les subventions de dotation et recettes liées aux services rendus et 69% pour les impôts et taxes. Nos impôts locaux, donc la prévision était à 1 307 000 €, le réalisé à 1 452 000 €, c'est une évolution de 11%. Et je rappelle, c'est toujours utile de le dire et de le redire, que c'est bien entendu sans augmentation des taux depuis 13 ans, depuis 2009. Si on compare entre 2021 et 2022, là également une évolution de 11%. Plusieurs explications à ça. L'impact des réformes fiscales qui ont un impact sur nos recettes. La revalorisation des bases fiscales par l'État au 1er janvier 2022, c'était 3,4%. Et de nouvelles bases fiscales, puisqu'on a encore, heureusement, des nouvelles constructions sur le fentanyl, même si elles sont beaucoup moins nombreuses, et puis aussi des mutations dans la zone d'activité. Ce qui est toujours important, c'est de voir aussi, quand on parle de recettes fiscales, quelle est la part supportée par les ménages et quelle est la part supportée par les entreprises.
donc 27% supportés par les ménages et 73% supportés par les entreprises. Les compensations et les recettes fiscales diverses, entre la prévision et la réalisation, on est 6 000 € en dessus, c'est plus 0,2%. Comparaison 2021-2022, là on est en diminution de 43 000 €, soit moins 13%. Les compensations de la métro, il n'y a pas eu de nouveau transfert, donc j'ai tout est mis sur la même diapo. C'est toujours le même montant, 2 27 000 €. La DGF, c'est également, malheureusement, toujours la même chose, c'est toujours 0 €. Pour vous rappeler que la notification de 2022, elle est à moins 43 000, donc on a reversé 43 000 € cette année encore pour contribuer au redressement des finances fiscales, des finances publiques. Donc je vais vous présenter le petit graphe comme chaque année qui montre qu'en 2007, en 2008, on était à 250 000 € et que donc on touchait 250 000 € et que maintenant on reverse 43 000 €, ce qui fait un écart de 283 000 €. Donc il y a le petit tableau habituel où chaque année, malheureusement, on rajoute une ligne. Et si on se dit que depuis la réforme fiscale du président Hollande, depuis qu'il a mis cette réforme en route, ça a coûté à la commune une perte de recettes de 2 089 000 €, ce qui aurait financé, par exemple, la moitié du coût de l'école, ce qui nous aurait évité d'emprunter. Concernant les subventions, dotations et recettes liées aux services rendus, donc la prévision était à 1 470 000, on a 1 668 000 de perçus, ce qui fait 198 000 € de plus, ce qui fait 13,5%. Et dans cette évolution, il y a un élément important, on a reçu une compensation de taxes d'habitation de 107 000 € qu'on n'avait jamais perçu auparavant. Donc ça, c'est la réforme de la taxe d'habitation mise en place par le président Macron. Et ces 107 000 € concernent la réforme, donc cette réforme de la taxe d'habitation. Et c'est l'impact de la réforme de la taxe d'habitation sur le Sivom du Néron, qui avant percevait la taxe d'habitation dans ses contributions fiscales, qui maintenant ne la perçoit plus puisqu'il n'y en a plus de taxe d'habitation. Et la compensation de l'État n'a pas été versée au Sivom parce que ce n'était pas prévu dans la loi, donc ça a été reversé à la commune. Donc pour nous, c'était vraiment une dépense inattendue, mais bienvenue. Donc voilà. Oui, une recette, oui, pardon. Oui, non, c'est pas une dépense, c'est une recette, oui, je confirme. Voilà. Après, concernant la CAF et la crèche, enfin la CAF pour la crèche et le relais d'assistante maternelle, là également une augmentation de 68 000 € des recettes, donc plus 19%. Et les revenus de nos immeubles sont en augmentation de 18 000 €, donc c'est toutes les locations de salles et l'équipement qu'on fait, donc plus 30%, sachant qu'en 2021, on n'avait pas pu louer les salles sur la totalité de l'année. C'est principalement les locations de salles. Il n'y a pas eu vraiment de modification sur les locaux qu'on loue aux commerçants. C'est vraiment sur les locations de salles. Voilà, là c'est la même explication, donc une évolution de 362 000 € plus 28% par rapport à 2021. Donc les revenus, les loyers, c'est ce que je disais, parce qu'on avait été prudent sur la prévision, donc là c'est par rapport à 2021. Donc c'est même un peu plus important, plus 25 000 €. La dotation de solidarité rurale, ça c'est aussi, j'avoue que c'est une nouveauté. On n'a jamais perçu cette dotation jusqu'à présent. On l'a perçue pour la première fois en 2022. Et on n'a pas eu tellement d'explications. On est content, c'est pareil que l'autre. On est content d'avoir une recette supplémentaire. La compensation de taxes d'habitation, c'est la même chose. Les compensations de taxes foncières, donc ça c'est lié
aux modifications qui sont intervenues sur les bases foncières des entreprises industrielles. Donc il y a des compensations de l'État qui sont en augmentation de 107 000 euros. Et la CAF, par rapport à 2021, en augmentation aussi de 85 000 euros, ce qui fait plus 20%. Mais... La dotation, la elle tombe toute seule comme ça, on t'a donné une explication. Laquelle? La dotation de solidarité rurale, tout d'un coup. Pas vraiment, non. Ouais, non, mais c'est toujours très compliqué d'avoir des explications des services de l'État sur les critères de versement. Je vous dis, si je reçois si j'ai des explications qu'on m'a demandé, on n'a pas encore reçu, on les donnera, mais c'est très nébuleux. Voilà, donc une fois qu'on a vu nos dépenses et nos recettes, donc on va pouvoir voir ce qu'on dégage en termes d'épargne. Donc je vous rappelle que la constitution de l'épargne, provient de l'épargne de gestion. L'épargne de gestion, c'est les dépenses moins les recettes de fonctionnement, en excluant les frais financiers qui arrivent plus tard. Donc notre épargne de gestion évolue favorablement entre 2021 et 2022, puisqu'en 2022, elle s'élève à 1 626 000 euros, plus 305 000 euros, ce qui fait une augmentation de 23%. On a toujours le mécanisme de la dette récupérable de la métro qui vient du transfert de la voirie en 2015, donc on le rend encore jusqu'en 2030, je crois. C'est sur 15 ans. Donc c'est un mécanisme qui avait été mis en place et les communes avaient le choix ou pas de pouvoir en bénéficier. Nous, on avait choisi d'en bénéficier, donc ce qui nous fait une recette de 56 000 euros. L'annuité de la dette qui diminue, donc qui passe de 955 à 931 000, moins 24 000 euros, ce qui fait une diminution de 2,5 de nos frais financiers, ce qui fait une épargne nette qui augmente de manière substantielle pour passer de 423 000 euros à 751 000 euros, ce qui fait plus 78%. Et je vous rappelle que l'épargne nette est la contribution au financement de nos investissements. Donc c'est la partie qui autofinance nos investissements avec les autres recettes qu'on peut avoir par ailleurs. Donc si on regarde maintenant nos investissements, entre la prévision et la réalisation, comme toujours, on a un delta important. Alors cette année encore, après les autres années, ça sera beaucoup moins significatif. Donc 4 267 000 de prévus. En réalisé, on est 2 513 000 euros, sur une évolution de moins 1 754 000 euros, ce qui fait une diminution de 41%. Mais je rappelle en dessous, c'est pour ça qu'on a des opérations qui figurent dans les restes à réaliser, qui sont pour partie, je vous les montrerai, liés aux travaux de l'école, et pour d'autres sujets, des sujets qui ne dépendent pas de nous, puisqu'on attend de payer principalement des fonds de concours à la métro qui ont toujours un gros décalage dans le temps. Mais j'y reviendrai. Les dépenses réelles entre 2021 et 2022, donc elles évoluent de plus 524 000 euros, plus 26%. Bien entendu, c'est la montée en puissance sur l'année 2022 des travaux de l'école. Si maintenant on regarde l'année 2022, donc toujours 3 axes qui ont été poursuivis, le projet structurant d'extension du groupe scolaire, la poursuite des projets d'investissement précédents et l'entretien de notre patrimoine communal. Si on regarde un peu plus dans le détail. Donc on a essayé d'axer tout ce qui concerne les enfants. L'agrandissement du groupe scolaire pour l'année 2022, c'est 1 809 000 euros. Le mobilier pour l'école, c'est 8 000 euros. On a acheté 2 défibrillateurs, j'aurais pu mettre un S, un pour le groupe scolaire, un pour la crèche, pour 3 000 euros. Plusieurs ordinateurs et un seul VPI pour l'école, 2 000 euros. Et la première tranche du réaménagement de la cour, principalement avec la partie désimperméabilisation, pour 159 000 euros en 2022. Pour notre cadre de vie, différentes dépenses, l'éclairage public, 17 000 euros, la vidéosurveillance, dont le changement du serveur cette année, 62 000 euros,
Les fonds de concours qu'on a versés à la métro, donc pour la place de la Fontaine, 98 000 euros. Pour la Croix de la Rochette, donc c'est la fin, paiement, 29 000 euros. Et près d'Didier dans la zone d'activité, le fonds de concours, 230 000 euros. Il faut savoir que le fonds de concours, c'est quand... alors pour la place de la Fontaine, on a payé quasiment la moitié du coût de réaménagement, donc avec la métro, c'était comme ça que c'était prévu. Pour la Croix de la Rochette, c'est l'enfouissement des réseaux qui n'est pas pris en charge par la métro. La métro étant coordinateur du projet, on leur reverse ceux qui passent sous les marchés, et nous on verse sous forme de fonds de concours. Et sur Près-Didier, c'est exactement pareil, c'est tout l'enfouissement des réseaux, et à chaque fois on fait le changement de l'éclairage public. Voilà, après quelques investissements sur l'entretien et valorisation de notre patrimoine communal. Donc on a fait des travaux à Fontamusique pour les traitements des remontées capillaires dans la cage d'escalier, pour ceux qui le fréquentent. Vous aviez tous vu qu'on avait des problèmes d'humidité qui traînaient depuis longtemps, donc on a fait des travaux pour 6 000 euros. Réparation de la tyrolienne suite à des dégradations qu'on a eues l'année dernière, 3 000 euros. Et l'installation des WC publics vers l'espace Jean-Yves Poirier, 20 000 euros. Quelques autres investissements en matériel et équipement pour les services communaux. On a acheté du matériel informatique pour 7 000 euros. On a acheté un nouveau véhicule pour les services techniques, 17 000 euros. Et on a acheté différents matériels, dont une alarme pour l'espace Clartière, pour 6 000 euros. Je vous disais qu'on avait reporté beaucoup d'investissements 2022 sur 2023. Donc pourquoi on n'a pas tout réalisé? Parce qu'il y a les travaux d'extension du groupe scolaire qui sont reportés, on les avait inscrits pour une grosse partie en 2022. Donc il y a 1 448 000 qui sont reportés sur cette année 2023 pour finir les travaux. Les aménagements de la cour, la désimperméabilisation, il y a encore une partie qui est reportée pour 45 000 euros sur 2023. L'aménagement en fonds de concours place de la Fontaine, la métro ne nous a toujours pas demandé de payer le solde, alors c'est fini depuis des années, 132 000 euros. La rénovation de la salle des 3, 4 et des 7, 8 ans à l'espace Clartière, c'est des travaux qui ont été faits dans le cadre du plan d'entretien du bâtiment de Clartière qui a été fait, donc pour 21 000 euros. Le portage par le PFL de la Maison Brun, 37 000 euros. Et travaux divers en cours pour 76 000 euros, ce qui fait un montant des investissements 2022 qui n'ont pas pu être terminés ou alors qu'on n'a pas reçu les factures au mois de décembre, parce que par exemple pour la rénovation des salles, on n'a pas reçu les factures dans les temps pour les payer. Donc le montant reporté est de 1 759 000 euros. Au niveau de nos recettes réelles d'investissement, donc hors épargne, on a les subventions qu'on a perçues au titre de l'année 2022. On a perçu 192 000 euros de la part du conseil départemental pour l'école et on a reçu, donc à chaque fois c'est des acomptes de l'État pour l'école aussi, 38 000 euros. Le FCTVA est à 127 000 euros. Et la taxe d'aménagement, c'est plus nous qui la percevons, c'est la métropole qui la perçoit maintenant. Je vous avais dit qu'on avait reporté un certain nombre de dépenses et on a reporté également un certain nombre de recettes pour 925 000 euros, là c'est pareil. Subvention du dortoir de Clartière par la CAF, qui ne nous a toujours pas versé 41 000 euros. Subvention pour le dortoir de Clartière également, mais là c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui doit nous verser 70 000 euros. La subvention du département pour l'école, on attend encore en 2023 516 000 euros. Une subvention de la région pour les jeux inclusifs qu'on a mis devant l'école, 15 000 euros. Et la subvention de l'État pour l'école, le solde, de 184 000 euros, ce qui nous fait des recettes à venir de 925 000 euros. La dette. Donc quand on parle de la dette, il y a l'unité de la dette. Donc on reprend les chiffres des charges financières entre la prévision et la réalisation. Donc 210 000 de charges financières, remboursement des emprunts 721 000 euros, ce qui nous fait une annuité totale de 931 000 euros. J'ai déjà évoqué les chiffres tout à l'heure.
L'évolution entre les 2 années, c'est toujours la même, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le petit tableau qui reprend l'évolution de notre stock de dette au 31 décembre de chaque année depuis 2009, en rappelant pour l'instant, puisque c'est quand même relativement récent, qu'on a fait un emprunt pour l'extension de l'école de 1,9 million. Si vous vous rappelez, ce qu'on a perdu en DGF, c'est 2 millions. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, si l'État ne s'était pas désengagé trop fortement, on n'aurait même pas eu besoin d'emprunter ce 1,9 million auprès de partenaires bancaires. Donc si on reprend sous forme d'histogramme qui est un peu plus parlant, l'évolution de notre dette, où on voit que globalement on est sur un désendettement, puisqu'on s'y attelle depuis plusieurs années. Voilà, j'en remets chaque fois, donc l'année 2009 c'était l'espace Clartière. En 2012-2013, c'est l'acquisition de Biel-Joli-Bois. 2015, l'espace associatif Jean-Yves Poirier. 2018-2019, c'était l'espace petite enfance. Et 2021, l'école du Rocher. Et on s'aperçoit que malgré tout, on va redescendre rapidement puisqu'on a pris des engagements en termes de désendettement. Voilà, on va faire une synthèse qui permettra de nous diriger tout doucement vers la délibération. Donc, on va reprendre plus l'année 2022, l'ensemble des recettes globales, 5 515 000 euros, l'ensemble des dépenses, 4 397 000 euros. Donc les deux sont en évolution, pour les recettes de plus 9,2, pour les dépenses plus 3,2. Le résultat propre de l'exercice 2022 est 1 118 000 euros, en augmentation de 41%. On a le résultat reporté de l'exercice N-1 de 150 000 euros. Et ce qui nous fait un résultat de clôture à affecter de 1 267 000 euros en évolution de 325 000 euros par rapport à l'année dernière, ce qui fait 34% de plus. Sur la partie investissement en recettes, on est à 1 532 000 euros, en dépenses à 3 263 000 euros, ce qui nous fait un résultat propre de l'exercice de moins 1 731 000 euros, ce qui nous fait, on avait un résultat reporté positif de l'année d'avant, puisqu'on avait généré un emprunt en 2021, donc de 1 916 000 euros, ce qui nous fait un résultat de clôture définitif de la section d'investissement au titre de l'année 2022 de 185 000 euros. On en vient à l'affectation du résultat, donc le résultat de fonctionnement, il est toujours à 1 267 000 euros. On doit couvrir les besoins de financement d'investissement, donc c'est le résultat du compte administratif plus les restes à réaliser. Donc on a un besoin de financement de 649 000 euros. On fait une dotation complémentaire en investissement au BP 2023 de 469 000 euros et un excédent de fonctionnement de 150 000 euros. Et le résultat d'investissement de 185 000 euros qui est reporté en investissement au budget primitif 2023. Et j'ai fini. Et j'ai été beaucoup plus rapide que d'habitude. Donc maintenant, je suis disposé à répondre aux éventuelles questions. S'il y en a. S'il n'y en a pas, on va passer directement au vote. Alors, donc, je vais vous présenter la première délibération, qui est l'approbation du compte de gestion, qui est présenté par le comptable de la commune. Bien entendu, les chiffres sont en tout point similaires à ceux de la commune, donc il vous est proposé d'approuver le compte de gestion 2022. S'il y en a qui sont contre, vous êtes contre le compte de gestion du receveur du trésorier? Ah, ça commence bien. Concentrez-vous, hein. Pourtant, on n'en a pas beaucoup ce soir. Hein. Bon, ok. Donc, vous êtes pour? Ok.
Bon, très bien. Eh ben, je vais devoir laisser la présidence de séance pour cette délibération à Madame Brigitte Mangione, qui va venir à ma place. Bon, c'est une première pour Brigitte, parce que normalement, c'est Jean-Louis qui le fait. Hein. Attention, hein. Ah, mais tout. Alors, ça aussi. Monsieur Dupont-Ferrier, maire, présente au Conseil le compte administratif 2022 du budget principal. Celui-ci fait apparaître les résultats suivants. Recettes 5 515 027,88. Dépenses 4 397 272,89. Résultat de l'exercice A 1 117 754,99. Résultat reporté budget principal N-1 B 150 000. Résultat de clôture à affecter A plus B 1 267 754,99. Résultat section d'investissement. Recettes 1 532 087,19. Dépenses 3 263 288,21. Résultat de l'exercice A moins 1 731 201,02. Résultat reporté budget principal L-1 B 1 915 993,73. Résultat de clôture à affecter C égale A plus B 184 792,71. J'ai mal dit, hein. Bon. Monsieur, ça aussi je le dis. Monsieur le maire s'étant retiré, Mangione Brigitte, présidente de séance, je vous propose d'approuver le compte administratif 2022 du budget principal. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, qui s'abstient, qui est contre, adopté. Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le compte administratif du budget principal 2022. Yes. Voilà, je peux prendre ta place. Merci Brigitte, je vais reprendre la présidence de séance pour passer à la délibération d'après, qui concerne l'affectation des résultats. Je ne vais pas vous leur redonner encore la lecture de la totalité, donc je vous rappelle que le résultat de clôture affecté en fonctionnement est de 1 267 754,99. Le résultat de clôture affecté en investissement est de 184 792,71. Donc on a un résultat d'investissement, un besoin d'investissement de 184 792,71. Les restes à réaliser reportés en dépenses sont de 1 758 856,13, en recettes de 925 205. Le solde des recettes à réaliser de moins 833 651,13, ce qui fait un solde le résultat affecté corrigé des restes à réaliser de moins 648 858,42.
Une fois que je vous ai dit tout ça, ça permet de redire ce que je vous ai présenté mais en kilo-euros tout à l'heure, qu'on couvre le besoin de financement de 648 858,42, qu'on fait une dotation complémentaire en réserve, donc en investissement, pour 468 896,57 et qu'on affecte 150 000 en excédent de fonctionnement reporté. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions? Non, on passe au vote. Qui est contre? 3. Qui s'abstient? Adopté, merci à tous. La délibération d'après, la décision modificative numéro 1. Donc, qui vise pour partie à intégrer les résultats qu'on vient de voir, donc les 150 000 euros sur la section de fonctionnement. On fait des ajustements sur 2 articles budgétaires de la section de fonctionnement. Donc, on augmente l'article eau et assainissement de 10 000 euros, puisqu'on s'est aperçu qu'au vu des factures reçues et à recevoir de la part de la métropole, il va nous manquer des crédits, donc on rajoute 10 000 euros. On a également dans les autres charges exceptionnelles des crédits insuffisants, donc il est également obligé de rajouter 3 000 euros. Et comme on sait qu'on va avoir une nouvelle clause d'effort favorable cette année, on prend sur l'article budgétaire contrat de prestation de service, puisqu'on sait que le contrat de l'IFRAC coûtera moins cher que prévu. Voilà pour la section de fonctionnement qui s'équilibre à 150 000 euros. Concernant la partie investissement, la première partie vise à reprendre le détail des articles budgétaires sur les restes à réaliser 2022, aussi bien en dépenses qu'en recettes, et sur les affectations du résultat. Donc on en profite pour augmenter les crédits sur les réseaux d'électrification de 20 000 euros, sur les autres réseaux de 5 000 euros, sur le matériel de transport de 4 600 euros, sur le mobilier de 20 000 euros. Par contre, on diminue les immobilisations en cours de construction de 295 293,35 euros. Ça, c'est là pour la partie des dépenses. Pour la partie recettes, donc on intègre le solde d'investissement de 184 792,71. On ajuste le montant du FCTVA qu'on avait surestimé lors du budget. Donc, on a reçu la notification des services de l'État. Donc, on diminue de 22 492,92. On intègre l'excédent de fonctionnement de 1 117 754,99. On diminue le recours à l'emprunt, comme chaque année, conformément à ce que je vous avais annoncé au budget primitif. Donc, on avait inscrit un emprunt d'équilibre au budget primitif de 832 218 euros qu'on diminue pour revenir à un emprunt égal à 0 au titre de l'exercice 2023, sauf si on était amené à faire un emprunt en fin d'année, mais pour l'instant on est revenu à 0 en intégrant ces décisions modificatives. Et la dernière chose, on a enfin reçu la notification de la subvention de l'Agence de l'eau pour l'aménagement de la cour d'école, pour un montant de 140 121 euros. Donc on intègre dans les recettes nouvelles. Voilà, sur la partie, investissement, le budget s'équilibre donc, les décisions modificatives s'équilibrent donc à 1 513 162,78 euros. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions? S'il n'y a pas de questions, à passer au vote. Qui est contre? 3. Qui s'abstient? Adopté. Merci à tous. La délibération d'après, j'allais dire un peu traditionnelle, puisque ces avenants au marché de l'extension du groupe scolaire du Rocher d'école de musique, donc on devrait arriver malgré tout en fin de passation d'avenants. Donc un certain nombre d'avenants. Le lot numéro 6, Raffin, un avenant de 746 euros. Le lot PPH 38, un avenant de 2700 euros. Le lot VO10, 393,96 €. Le lot CESD, une diminution de 195 euros. Et le lot Pi Énergie de plus 1366,20 €. Voilà, en précisant bien entendu qu'on a passé ces avenants au groupe MAPA qui s'est tenu le 6 juin.
Voilà, est-ce qu'il y avait des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et je vais passer la parole à Jean Reynaud pour une subvention à l'ACIDI exceptionnelle. Merci Monsieur le maire. Donc l'association l'ACIDI a sollicité la commune une subvention exceptionnelle pour l'organisation de sa manifestation 99 témoignages pour demain, qui a eu lieu le 2 au 5 juin 2023. Donc c'était un programme, il y avait une rencontre avec des écrivains, des artistes, des ateliers d'écriture. Donc, afin d'encourager l'association et les bénévoles à la création de nouvelles manifestations et de poursuivre aussi l'animation du village, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 1 000 € à la CIDI. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante concerne l'état d'assiette des coupes de bois en forêt communale du Fontainebleau-Cornillon. Je vais passer la parole à Bernard Durand. Merci. En début du livre, il est précisé, monsieur le maire, donne lecture au conseil de la lettre de monsieur Gréant. Elle n'est pas jointe. Moi, je l'ai, donc si ça intéresse quelqu'un, je peux la donner. Monsieur Gréant, moi je vais la lire, ça sera plus simple. Monsieur le maire, vous trouverez ici un modèle de délibération, un plan de situation concernant le martelage et la mise en vente des bois des parcelles 1 et 2 de la forêt communale pour l'année 2024 comme prévu dans le document d'aménagement. Le volume estimé avant martelage est d'environ 120 m3 de feuillus. L'ONF chargera de la désignation des bois, de la mise en vente et du suivi de l'exploitation. Cette opération vise à récolter des bois arrivés à maturité, présentant un risque sanitaire ou avec des risques de déracinement. Elle permet également d'assurer un renouvellement de la forêt en offrant aux jeunes arbres la possibilité de se développer. La délibération, M. le maire précise que dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités communales relevant du régime forestier, l'ONF propose des coupes à désigner dans l'année, appelées états d'assiette. Il s'agit de coupes d'amélioration qui vont permettre d'éclaircir les peuplements trop denses et d'exploiter les arbres moins bien formés au profit de beaux arbres. La surface proposée couvrirait en gros 3,94 hectares pour un volume présumé de 120 m3 de feuillus avant martelage. Je précise que le martelage, c'est le repérage physique des arbres à proposer à l'abattage. Le propriétaire, la commune, mettra ses bois à disposition de l'ONF sur pied, c'est-à-dire l'arbre tel qu'il est, pas coupé, sur pied. L'ONF est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. Une convention de mise à disposition, dite de vente et exploitation groupée, sera rédigée. Par ailleurs, dans le but de permettre l'approvisionnement des scieurs locaux, la commune s'engage pour une durée de 3 ans à commercialiser une partie du volume inscrit à l'état d'assiette annuel. Alors vous avez l'état d'assiette le tableau, c'est l'état d'assiette. Il y a 2 parcelles. Ces 2 parcelles elles sont en même temps parce qu'elles ne sont pas assez volumineuses. Il y a environ 80 arbres par parcelle, comme il était précisé dans la lettre, il me semble. Non, c'était le volume qui était précisé, c'est 120 m3 de feuillus. Et pour la petite histoire, l'ONF se rémunère au-delà, à 10% de la somme totale pour ses prestations. La nature de la coupe, pour finir, c'est ce qu'ils appellent une IRR irrégulière. En fait, c'est un mélange de petits et de grands arbres d'essences différentes. Ce n'est pas des trucs réguliers. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'état d'assiette des coupes de l'année 2024, présenté ici après, demande à la l'ONF de bien vouloir procéder à la désignation des coupes inscrites à l'état d'assiette, autorise l'ONF à procéder à la vente sur pied, informe le préfet de région des motifs de report ou suppression des coupes proposés par l'ONF, et le conseil donne pouvoir à M. le maire pour signer les documents et effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente et précise que moi-même assistera au martelage des parcelles numéro 1 et 2 indiquées sur le plan qui est joint à la délibération. Merci Bernard pour cette présentation. C'est relativement rare. Pour moi, c'est la première fois que je prends cette délibération. Donc voilà, est-ce que ça appelait des...
Je pense que vous avez une présentation globale et complète. Monsieur le maire, mais dans le projet que vous m'avez donné jeudi, c'est pas la même chose que la Oui, c'est pour ça que... Et alors, ça veut dire que vous m'avez parlé de vente de bois qui serait vendu à des particuliers. Non, mais du coup, c'est l'ONF qui gère le truc. Nous, on n'intervient pas. D'accord. Oui, mais c'est pour ça qu'on a repris une nouvelle... Enfin, on a changé la délibération. Après, mais non, on ne vous l'a pas renvoyé hier. Ah non, je ne l'ai pas reçu. Normalement, on l'a renvoyé hier à tout le monde. Mais bon, Et donc, alors, on a simplifié parce que du coup, nous, non. C'est l'ONF après qui en fait son affaire. Bah là, en l'occurrence, ça sera vendu aux professionnels. Ouais. Ah d'accord, Parce non, que pas de particulier. l'exploitation est très compliquée, c'est très ponctuel. Ah oui, ça non, mais je sera- ne comprenais pas pourquoi. Oui, oui. C'est ça la différence. Monopoliser les ventes de bois à la fois, là, tout ça, je ne comprenais rien. Merci. Bon, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante concerne les travaux d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité et de de Télécom, pardon, pas de France Télécom, de Télécom. Donc, c'est une délibération qu'on prend dans le cadre des futurs travaux d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité et de Télécom rue du Lanfray. C'est un projet qu'on travaille depuis, plusieurs années avec la métropole et avec Territoire Énergie Isère, autrement appelé TE38. Donc on arrive à la partie, on finit toute la partie plan de financement, en sachant que bien entendu c'est comme les fonds de concours dont je vous parlais tout à l'heure, donc la commune paye toute la partie qui concerne l'enfouissement et le changement d'éclairage public. Donc on a fait une répartition. Donc sur les réseaux publics de distribution d'électricité, la part communale sera de 107 309 € sur un montant total de 207 088. Et sur le réseau public de Télécom, sur un prix total de 46 988, la part communale sera de 29 232 €. Donc bien entendu, on doit avoir inscrit les crédits au budget primitif 2023. C'est ce qui a été fait, ce que je vous avais présenté en décembre. On avait inscrit un montant supérieur, parce qu'on n'avait pas les montants exacts. Donc voilà, il vous est donc demandé d'approuver le projet d'enfouissement et le plan de financement de l'opération, d'approuver la contribution aux investissements de la commune qui sera établie par TE38 à partir du décompte final de l'opération et consécutive d'un fonds de concours d'un montant prévisionnel de 107 309 pour les réseaux publics de distribution d'électricité et de 29 232 pour les réseaux télécoms. Et vous m'autorisez à signer tout document relatif à ce projet, en sachant que, comme on aura voté cette délibération, la métropole pourra également, normalement, ça devrait être inscrit à l'ordre du jour du conseil du 7 juillet. Je crois que c'est vendredi 7 juillet. Voilà. Donc, et par la suite, donc là, on parle du plan de financement. On a prévu, dès que les services de la métro et Territoire 38 sont prêts, on fera une présentation des aménagements aux riverains. Donc, ça sera sans doute à compter de fin septembre, je pense, en sachant que les travaux ne débuteront pas avant la fin de l'année. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Une précision, monsieur le maire, il mentionnait dans l'introduction de la délibération une demande a d'ores et déjà été formulée auprès de Grenoble Métropole pour que la voirie soit reprise. Mais... Oui, ça se fait c'est ensemble. C'est-à-dire que la métro on a demandé... Elle a la compétence voirie sur toute la voirie de la commune. Oui. Et je ne comprends pas le... Il faut... on s'est arrangé avec eux pour si on fait des tranchées pour remplir les réseaux. Derrière, ils refont la voirie, parce que sinon, on va se retrouver avec des... c'est ce qu'on a toujours fait quand on s'entend avec la métro quand ils veulent refaire des voiries. Quand ils refont les voiries, on enterre les réseaux. Non, c'est pas la compétence voirie sur la rue du Lanfray. De quoi? C'est parce que c'est la phrase qui est mal tournée, c'est ça? Pour la compétence voirie de la métro. Oui, la métro est compétente en matière de voirie, mais ça... Depuis 2015 ? D'accord. Bon.
Ok, bon, j'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire, mais enfin, c'est Non, c'est qu'il y avait une exception. Non, la question, c'était est-ce qu'il y a une exception sur la rue du Lanfray, parce que normalement, la compétence, dans le phrasé, en fait, on pense que la compétence n'est pas exercée sur la rue du Lanfray, automatiquement. Donc c'est la réfection de la chaussée une fois que les travaux sont faits. Ouais, bon, ok. Enfin, vous allez dire De quoi? combien les travaux ils vont durer Ah, je sais combien de temps vous n'avez pas estimé sais pas. du tout, non, parce que Non, des gros travaux c'est avec un des peu bulles, compliqué. Puis de toute des- façon, ce qui est toujours très compliqué, c'est que ils vont enfouir l'éclairage, et puis après Orange ou autre viendra après, parce qu'ils n'arrivent jamais à venir ensemble. Et ça se trouve, ça va être comme pour la Croix de la Rochette et la rue Prédiguet, où ça peut durer pendant très longtemps, parce qu'ils viennent faire une tranchée. Et après, il faudrait attendre un mois avant que la deuxième soit faite, etc. Donc je peux pas m'engager. On a encore jusqu'à fin septembre pour finir de travailler. Là, on a finalisé toute la partie financement, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que les territoires 38, c'est toujours très longtemps en avance qu'il faut faire les demandes de financement, parce qu'eux, ils travaillent à N+2 ou N+3 quasiment. Donc, voilà. Alors maintenant, le phasage exact, je pense qu'on le saura à partir du mois de septembre. Et est-ce que les habitants de la rue du Lanfray pourront disposer de la fibre? Parce qu'il y en a certains qui n'ont pas accès à la fibre. Bah si. Qui n'y a pas accès? Il y a quelques personnes qu'on leur refuse. Bah, de toute façon, la fibre, oui, on l'installe au fur et à mesure. De toute façon, là, c'est vrai que... Oui, bah après, enfin, la fibre, de toute façon, la fibre, elle y est sur la rue du Lanfray. Après, je crois qu'il y a un problème du côté de l'impasse où habite M. Mestrine. Alors, je crois que c'est là où il y a un problème. Mais après, la voirie, elle n'est pas communale. Donc, logiquement, la fibre, elle arrive sur toute la rue du Lanfray. Après, toutes les impasses, on n'est pas maître d'œuvre sur le sujet. Après, je ne vous garantis pas que tous les gens ont la fibre là-bas, mais normalement, ça devrait plutôt aller dans le bon sens. Donc, je vous propose, on ne l'a pas voté du coup, je vous propose de la voter, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. La délibération suivante concerne... concerne les ravalements de façade et les aides communales. Donc, en l'absence de Jean-Louis, je vais rapporter cette délibération. On avait déjà redélibéré récemment. Là, ça vise à prendre en compte le fait que l'association Solia Isère Savoir, n'étant plus en mesure de procéder à l'analyse technique et de colorimétrie des dossiers de ravalement de façade par un architecte, prestataire qu'on prenait depuis, je pense, 1989, donc il ne le fait plus. Donc on a décidé de reprendre la gestion des dossiers en interne, et du coup on en profite pour repréciser les choses. Alors, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à la délibération qu'on avait prise, je pense, il y a 2 ans. Donc le montant de l'aide, c'est toujours 35% du coût des travaux éligibles à la subvention, dans les limites du coût TTC suivant, donc 42 € TTC par mètre carré pour la réfection complète des enduits de façade comprenant le piquage, dégrossissage et enduits de finition, échafaudage et travaux préparatoires compris, et 17 € du mètre carré pour un simple nettoyage et réfection des peintures, échafaudage et travaux préparatoires compris aussi. On précise que la subvention sera fixée après vérification des devis des entreprises vis-à-vis des prescriptions établies. Elle sera payée sur visa de la commune après vérification des factures acquittées de la conformité des travaux. La subvention est plafonnée à 2 000 € pour toute demande déposée par le propriétaire ou représentant de la copropriété. Après, les conditions à remplir pour être éligible à l'aide, il faut bien entendu que les bâtiments soient situés dans le périmètre énuméré, donc je ne vais pas vous le lire, mais c'est principalement le centre du village, donc vous avez un détail, avec la Grande Rue, place de la Fontaine, rue du Moulin, rue Bastière,
Seules les façades de l'immeuble donnant sur le domaine public seront subventionnables et telles qu'elles sont identifiées par un trait rouge. Sur le plan annexé, alors je ne suis pas sûr que vous ayez le trait rouge, parce que je pense que vous avez le trait noir. Voilà, mais si vous voulez avoir l'original en rouge, on pourra vous le faire passer si vous voulez le voir, mais enfin, on pourra dire ici le trait noir. Voilà. Les façades donnant sur les impasses de la Grande Rue et de la place de la Fontaine ne sont pas éligibles à la subvention. Pour une peinture, l'immeuble ne doit pas avoir fait l'objet d'une subvention dans les 15 années précédentes. Pour un enduit, c'est pendant les 25 années précédentes. Les murs de clôture ne sont pas subventionnables, ni les passés de toit, ni les menuiseries, les volets, les serrureries, les ouvertures, portes, fenêtres, etc. Le projet doit être soumis pour analyse technique et colorimétrie par les services de la commune. Donc c'est nous qui validons le choix des colorimétries, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des couleurs complètement déconnantes. Voilà, ou sinon c'est sans nous. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vous en ai déjà dit beaucoup. Après, si vous avez des questions... Combien vous avez eu de demandes L'année dernière, je crois qu'il n'y en a pas eu l'année dernière. 5 ans, par exemple. Aucune l'année dernière, ouais, mais c'est pas... Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément, hein, de toute façon, le périmètre étant pas grand. Après, il y a eu une année où on en avait eu 2 la même année. Ouais, donc voilà. Donc, mais c'est un dispositif qui a le mérite d'exister depuis un grand nombre d'années. Donc voilà, qui va dans le sens de l'entretien vraiment du centre historique du village. Je ne remets pas en cause le bon fondé de cette décision. C'est juste, du coup, le village, il y a ce centre, effectivement, mais on pourrait imaginer que la rue du Rafour pourrait bénéficier aussi de ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que pendant 5 ans, on fait un quartier, puis après, on propose 5 ans après un autre quartier L'objectif, très clairement, l'objectif, c'est pas de contribuer au financement du ravalement de façade des pavillons des particuliers. C'est pas du tout l'idée. C'est vraiment l'idée d'avoir un centre-village. C'est ce qui se fait dans beaucoup de communes. C'est rare que, je ne sais pas s'il y a des communes qui proposent une aide pour ravaler les façades dans toute la commune. Nous, on l'a vraiment ciblé. C'est souvent comme ça. C'est souvent dans les centres historiques des communes que... Voilà. Ça valait le coup de demander, hein, mais on vous explique la démarche. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous avons maintenant une délibération de modification des emplois avec la création de 2 postes d'adjoint technique territorial à temps non complet. Ça concerne le service scolaire entretien suite à des mutations et des arrivées et des départs. Donc il est proposé de créer 2 postes d'adjoint technique territorial à temps non complet de 28 heures hebdomadaires et les 2 seraient créés au 1er septembre 2023. Si vous avez des questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Et la dernière délibération est également la création d'un poste d'ATSEM principal 2e classe à temps complet pour un agent qui est déjà en poste et s'il y a une promotion pour 31 heures. C'est ATSEM principal 2e classe à compter également du 1er septembre 2023. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Merci à tous pour ce conseil municipal. Est-ce que tout le monde a bien signé le compte administratif? Oui, c'est bon. Donc je vous rappelle que le prochain conseil municipal a lieu le 11 juillet. On verra s'il y aura au moins 2 délibérations. On verra si on en greffe quelques-unes supplémentaires. Mais ça sera, quoi qu'il en soit, un conseil municipal qui sera rapide. Voilà, donc je n'ai pas de décision administrative à vous présenter. Par contre, s'il y avait des questions parmi les élus, la parole vous est donnée.
S'il n'y a pas de questions, pas obligé non plus. Merci à tous, bonne soirée.